commencer. OK. Bon, bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Hamadou Ba et je suis membre de l'association d'appui à la science et aux technologies de l'information et de la communication, ASTIC, et je suis aussi formateur. Donc aujourd'hui, c'est moi qui va m'occuper de la formation autour du module sur la culture numérique. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va voir? Nous, on va voir le module sur la culture numérique. Bon, ce module, c'est un module que tout le monde doit savoir, hein, que ce soit un jeune, un vieillard, ou bien un écolier, ou bien un lycéen. Parce que dans le monde où on est en ce moment, on est dans un monde digital qui évolue très vite. Et pour ne pas avoir des lacunes, il faut qu'on soit au même longueur d'onde que tout le monde. Donc, c'est pour cela, ce module, c'est un module très important et que je vous dis aussi que il faut bien suivre le cours parce que c'est un truc très important en fait. Ça peut vous servir à faire beaucoup de choses en fait dans la vie, surtout en ce moment avec le développement des technologies et tout. Bon, le module est très, 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 très important. Donc, pour ne pas faire de grands discours, on va attaquer directement le module pour voir les contenus. Donc, j'ai mis le slide. Donc, tout d'abord, on va parler de la culture numérique. Hein. Bon, culture numérique, ou bien cyberculture, ou bien culture digitale, ou bien e-culture, ou bien culture Internet. Bon, c'est les mêmes mots, hein, c'est la même chose, c'est juste des synonymes. On peut dire cyberculture, quelqu'un peut dire culture digitale, l'autre peut dire e-culture, l'autre peut dire aussi culture Internet. Bon, c'est les mêmes mots, ça signifie la même chose. Bon, dans le chapitre, nous allons voir comment les technologies numériques, en particulier l'Internet, sont en train de modifier profondément les relations dans la société. Nous allons aussi répondre à comment ils créent des mutations dans notre mode de vie. Comme par exemple, ces 4 images-là. Ici, sur la première image, on voit ce qu'on appelle un système de paiement en ligne où le client il fait un achat en ligne. Tout ça, c'est dans la culture numérique. Ici, on voit une machine avec des documents. C'est-à-dire ici, on va symboliser ce qu'on appelle la digitalisation des documents. C'est-à-dire ici, des documents en format, comment dirais-je, en format physique pour le mettre en format numérique. Tout ça, c'est dans la culture numérique. D'accord. Ici, on a les mails. Les mails aussi, c'est dans les cultures numériques. C'est ça qui remplace les courriers avant. Avant, on prenait des courriers, on mettait des messages et tout, on donnait au facteur, etc. Maintenant, avec la culture numérique, tout ça s'est dépassé. On envoie juste des mails et tout. Sur la dernière image, nous avons une voiture autonome avec ce qu'on appelle un système de télé, comment je peux dire ça, d'autopilote. C'est-à-dire tu te mets dans la voiture et ça t'amène là où tu veux. Alors qu'auparavant, on était obligé de prendre la voiture, de tourner, etc. Alors qu'avec ça, on peut faire des voitures autonomes et tout. Donc, tout ça, c'est englobé dans la culture numérique. Hein. Donc, la culture numérique, c'est un sujet très vaste, hein, où il y a tout, où on va parler de tout, des emails, des réseaux sociaux, de l'Internet, etc. Bon, c'est un sujet, par exemple, très, très, très vaste. Donc, nous allons voir notre plan. Premièrement, nous allons voir d'abord, tout au début, la composition et le fonctionnement de l'ordinateur. Vu que l'ordinateur, c'est la touche. Si un système fonctionne, c'est sûrement il y a un ordinateur derrière. Voilà, c'est un ordinateur qui fait fonctionner les systèmes qu'on a. Donc, tout d'abord, on va voir la composition et le fonctionnement de l'ordinateur. Après, on va voir l'Internet et les réseaux sociaux. Puis, nous allons voir l'email. Et enfin, on va terminer avec les jargons informatiques. Bon, c'est sur ces 4 points qu'on va développer concernant le module sur la culture numérique. Bon, tout d'abord, on commence par la composition et le fonctionnement. Si on termine, on continue avec Internet et réseaux. Après, on fait email et enfin, on termine par jargon informatique. Bon, c'est pas si trop large que ça. Hein. C'est juste, on va juste parler des trucs fondamentaux, en fait, des trucs qui sont plus utiles. Voilà, des trucs qui sont les plus utiles, en fait. Amadou, Oui. je rappelle que cette séance sera orientée pour la première partie sur la composition et le fonctionnement de notre data. D'accord. Nous allons nous arrêter là pour cette séance. D'accord. Donc, comme M. Baladi, pour cette
séance-ci aujourd'hui, c'est-à-dire d'ici 21h30, on va faire juste la composition et fonctionnement de l'ordinateur. Après, on organisera, bon, pour les autres jours, l'Internet et les réseaux sociaux, email et jargon informatique. Bon, aujourd'hui, notre objectif, c'est de tout faire pour que vous compreniez la composition et le schéma. Tarder, on va essayer d'attaquer ce point-là. Donc, ici, nous avons la composition et fonctionnement de l'ordinateur. Donc, tout d'abord, avant de commencer, le sujet, il est disposition. Et après, nous avons fonctionnement. D'accord. Donc, la composition. Composition. Voilà. Nous sommes au niveau du composition, du fonctionnement de l'ordinateur. Donc, nous allons d'abord voir la composition et après, nous allons voir le fonctionnement de l'ordinateur. Donc, ici, on est à 1,2. On va voir la composition. Ensuite, dès qu'on termine, on va voir le fonctionnement de l'ordinateur. Donc, on va parler de la composition de l'ordinateur. Il est composé d'abord par la composition. Alors, vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Je disais que la composition de l'ordinateur est divisée en deux parties. Nous avons d'abord le hardware et nous avons aussi le software. Donc, le hardware, c'est quoi? Le software, c'est quoi? Bon, nous allons d'abord voir le hardware, c'est-à-dire tout ce qui est matériel. Hardware, ça signifie ça en anglais. De l'ordinateur. Voilà. Je disais, on va d'abord voir la composition de l'ordinateur et ensuite, on va voir le fonctionnement de l'ordinateur. Nous, en ce moment, on est au niveau de 1,2. Donc, on va voir la composition de l'ordinateur. Donc, bon, pour la composition de l'ordinateur, on a deux parties. C'est ça que je disais en fait. On a deux parties. Nous avons le hardware, nous avons aussi le software. Bon, c'est les deux parties de la complet, matériel en anglais. Voilà. Et même chose hein, au niveau de la composition de l'ordinateur, hardware, ça signifie aussi les matériels, c'est-à-dire c'est les composants physiques de l'ordinateur, c'est-à-dire les composants qu'on peut toucher avec la main. C'est-à-dire c'est des composants qui existent en fait, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, et qui permettent de faire fonctionner l'ordinateur normalement. Donc pour les matériels, on va citer quelques exemples. Nous avons d'abord l'écran qui est là, qui permet d'afficher les images. Nous avons les microprocesseurs. Nous avons des câbles d'alimentation. Ça, c'est des câbles. Nous avons des nappes aussi. Nous avons le disque dur. Nous avons ici une carte graphique. Ici aussi, nous avons toujours des connecteurs. Ici, nous avons la RAM. Voilà. Une carte mère. Ici, nous avons un refroidisseur. Et enfin, nous avons le boîtier. Donc, ça, c'est les composants de l'ordinateur, c'est-à-dire c'est les matériels, c'est-à-dire c'est le hardware de l'ordinateur. Mais bon, on peut avoir aussi d'autres matériels qu'on n'a pas encore cités. On peut avoir des cartes TV, des cartes Wi-Fi, des cartes audio, etc. Mais ça, en fait, ça regroupe les matériaux qui sont essentiels au fonctionnement d'un ordinateur. C'est-à-dire, sans ça, on ne peut pas dire que ce truc est un ordinateur.
Donc, on va venir un peu développer au niveau des composants. Donc, on va commencer par le plus important. Le plus important, c'est ça, ce qu'on appelle un microprocesseur. C'est ça que je suis en train de voler on appelle le gérer tous les calculs en fait. Tous les calculs que nous faisons au niveau de l'ordinateur, tous les programmes qui se lancent, c'est grâce au microprocesseur. C'est lui le cœur de l'ordinateur. C'est lui qui fait tout ce qui est calcul. D'accord? On continue. On va aller de l'avant ici. Nous avons les câbles de connexion. Ici, nous avons des câbles de connexion qui permettent de connecter le courant de la boîte d'alimentation à la carte mère. Bon, c'est des câbles juste, hein, ça permet de connecter. Ici, nous avons des qui permettent aussi de connecter. Ici, nous avons un disque dur. Le disque dur, bon, c'est une mémoire en fait. C'est une mémoire. C'est-à-dire de stocker des données. Par exemple, tu as des vidéos, tu as des images, tu as par exemple des films, etc. Donc ici, nous avons une carte graphique. Bon, une carte graphique, ça permet de gérer tout ce qui est affichage. Par exemple, quand vous regardez une vidéo et tout, le rendu est géré par ce qu'on appelle la carte graphique. C'est lui qui gère le rendu visuel. Ici, nous avons des connecteurs aussi. Bon, comme les connecteurs qu'on a vu avant, qui permettent de connecter deux composants, soit connecter le courant sur la carte mère avec la boîte d'alimentation, ou bien connecter deux composants, tels que, par exemple, le disque dur avec la carte mère. Voilà. Ici, nous avons une RAM. Voilà, une barrette de RAM. Bon, ça, c'est une barrette de RAM. Bon, une barrette de RAM, c'est quoi? Bon, RAM, Random Access Memory. Random Access Memory, c'est-à-dire une mémoire d'accès aléatoire en français. Bon, la RAM, elle permet de faire, de stocker en fait, elle permet en fait de stocker le programme en cours d'exécution. Voilà, par exemple, quand vous cliquez sur un programme sur votre ordinateur, quand le programme s'exécute, en fait, le code du programme, il est stocké au niveau de la RAM. C'est là-bas où sont stockées toutes les variables, etc. Bon, lui, il permet de stocker les programmes en cours d'exécution. C'est un composant très utile. C'est pour cela que vous entendez que quand ma machine est lente, on vous dit souvent votre RAM, c'est combien de gigas? Parce que plus vous en avez, plus votre machine est plus rapide en fait. Parce qu'il pourra stocker beaucoup plus de programmes en cours d'exécution. Après, nous avons quoi ici? Nous avons en bas ce qu'on appelle une boîte d'alimentation. Bon, la boîte d'alimentation, à quoi ça sert? Bon, la boîte d'alimentation, elle permet juste en fait de générer du courant. C'est-à-dire, elle permet de générer du courant pour que les composants tels que la RAM, le microprocesseur, le disque dur puissent avoir de l'énergie en fait pour fonctionner. Parce qu'on sait que pour qu'un composant fonctionne, il faut de l'énergie. Donc, c'est la boîte d'alimentation qui fournit l'énergie en fait, qui fournit le courant aux composants. Ici, en bas, nous avons ce qu'on appelle une carte mère. Voilà, une carte mère, qu'on appelle aussi en anglais motherboard, c'est-à-dire carte mère, quoi, motherboard. Donc, la carte mère, comme vous le voyez, c'est une sorte de carte qui permet en fait, qui permet d'accueillir des composants. C'est-à-dire c'est là où tous les composants sont branchés en fait. C'est-à-dire que la RAM, le processeur, le disque dur, les cartes graphiques, tout ça, ils sont en fait placés au niveau de la carte mère. C'est lui qui permet en fait que tous ces composants-là puissent communiquer entre elles. Voilà, qui puissent communiquer quoi, par exemple, qu'ils puissent se relier entre elles. Voilà. C'est pour cela que vous voyez des slots ici, des slots de RAM, des slots pour mettre des disques durs, des slots pour mettre des processeurs. Voilà. C'est la mère, quoi. C'est elle qui englobe tout. Voilà, c'est la mère. Celle qui englobe tout. Donc, après ça, nous avons ce qu'on appelle, bon, ici. Donc, le ventilo là, il permet juste d'éjecter en fait la chaleur. Par exemple, vous savez que quand on met de l'électricité sur des composants, les composants, ils chauffent. C'est normal. Ils vont chauffer. Donc, en chauffant, c'est ce ventilateur-là
qui va évacuer l'air, en fait, qui évacue l'air. Mais ce ventilateur-là, il est uniquement fait pour le microprocesseur-là. Il est uniquement fait pour le microprocesseur. Quand on place le microprocesseur au niveau de la carte mère, après, on place le ventilo au-dessus du microprocesseur. Parce que le microprocesseur, en faisant des calculs, il va chauffer. Il va beaucoup chauffer. Donc, en chauffant, automatiquement, le ventilo va éjecter cette chaleur-là en dehors de la carte mère pour évacuer ça. Donc, ça permet de refroidir, quoi. Ça permet de refroidir le microprocesseur. Si vous n'avez pas de ventilo, votre machine peut marcher 1 minute et puis s'éteindre. Parce qu'en 1 minute, ça peut chauffer là. Ça peut chauffer de 70 degrés à la même à 120 degrés. Donc, ça peut chauffer vite fait. Donc, sans ce truc-là, sans ce ventilo, bon, la machine ne peut pas démarrer en fait. Elle ne peut pas démarrer. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle un petit truc là en forme de parallélépipède là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un boîtier. Hein. C'est un boîtier. C'est là où on loge tous les composants en fait. Tous les composants qu'on vient de citer là. C'est-à-dire les RAM, la disque dur, autant prendre le disque dur, le processeur, tout, la carte mère, tout. On met juste ça dedans et c'est tout en fait. Lui, il permet juste de mettre en fait, de protéger en fait ces composants-là contre le milieu extérieur. Par exemple, pour que les gens ne touchent pas à ça et pour aussi que ça soit protégé. Parce que juste avec la carte mère, si on branche tout sur la carte mère et on lance, la machine normalement elle marche. Mais c'est pas esthétique. C'est plus esthétique de le mettre dans une boîtier. Voilà, dans un boîtier où tout est mis là-bas, tout est bien mis, tout est bien protégé. Donc, c'est juste ça. Le boîtier, il permet juste de mettre tous les composants en protection. Voilà, il permet de les protéger contre la poussière, etc. Donc, ici, nous avons l'écran au centre. Hein. L'écran qui permet juste d'afficher. Il permet juste d'afficher les images. Quand on branche un écran, ça permet juste d'afficher des images. Lui, son rôle, c'est d'afficher. Donc, en gros, c'est ça le hardware. Le hardware, c'est l'ensemble du matériel. Hein. C'est l'ensemble du matériel. C'est-à-dire le disque dur, les cartes graphiques, les RAM, boîtiers, etc. C'est tout ce qui est touchable. Tous ces composants qu'on vient de citer sont touchables. On peut les toucher, on peut les voir. Voilà, c'est ça en fait le hardware. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le software. Mais tout d'abord, je vous demande si vous avez compris le hardware. S'il n'y a pas de questions au niveau du hardware. S'il y en a, veuillez lever la main et on va essayer de répondre. Merci Hamma pour cette première partie. Alors, s'il y a des questions, 1 à 2 maximum, on avance. Voilà, s'il y a. S'il y a. Donc, 2, 3, 3, 2, 1, on passe. On passe. On Parfait. passe. Hamma, tu peux? Je peux continuer. Alors. Il y a quelqu'un qui lève la main là. Je ne sais pas si c'est participant 36. Je ne sais pas s'il lève la main ou bien là. Je pense qu'il y a une question. On va essayer de voir. Et le participant 36, LMS Luga. OK. OK. Pour le RAM, c'est combien de gigas? Il y a quelqu'un qui demande pour le RAM, c'est combien de gigas? Ah, d'accord. Pour le RAM, c'est combien de gigas? Bon, les RAM, ça dépend. Ça dépend. On peut avoir des RAM de 512 MO. On peut avoir des RAM de 64 MO. Il y a même des RAM de 24 MO. Ça peut aussi, on peut aussi avoir des RAM de 10 gigas, de 16 gigas, de 32 gigas. Bon, les RAM, là, tu peux avoir des RAM de 16, 12, 8, etc. Mais bon, pour une config, on parle par exemple de config optimale. Si par exemple, vous avez un ordinateur que vous utilisez juste pour, par exemple, juste pour de la bureautique, c'est-à-dire taper des textes, faire des petites modifications de texte,
on vous dit, bon, minimum, il faut avoir 4 gigas de RAM. Bah, c'est ma connexion qui n'est pas bonne ou bien ça rebotise. Amadou, ça rebotise, hein? Je ne sais pas si c'est à mon niveau. Maintenant, ça ne marche pas. Attends, je me déplace. Merci de la connexion n'est pas sur le fonctionnement de la machine, en fait. Ah, d'accord. Vous parlez du ventilo. Si le ventilo, si on l'enlève, on peut avoir des conséquences, en fait. Exactement. Voilà, c'est une très bonne question. En fait, par exemple, le microprocesseur, le ventilo, on trouve souvent au niveau du microprocesseur, c'est-à-dire là où on place le processeur. Bon, normalement, le processeur, il chauffe parce que c'est lui qui fait les calculs. Quand tu démarres l'ordinateur, c'est lui qui se charge de faire les opérations. C'est-à-dire, lui, il dépense beaucoup en énergie. Donc, en dépassant de l'énergie, en fait, il se chauffe, quoi. Parce que quand on fait passer le courant électrique sur un circuit, normalement, il y a ce qu'on appelle l'effet Joule qui permet de chauffer les. Bon, vous savez mieux, vous êtes les scientifiques. C'est l'effet Joule là. Maintenant, en chauffant, en fait, il faut impérativement évacuer cette chaleur. Si on ne l'évacue pas, en fait, il va chauffer à un tel point, il va arriver à un niveau, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus faire les calculs. Tellement il va chauffer, c'est-à-dire le composant ne pourra plus, il va plus avoir la capacité de faire son travail, en fait. Donc, il va automatiquement dire à l'ordinateur de s'éteindre. L'ordinateur va s'éteindre. C'est-à-dire, si on n'avait pas le ventilo, votre machine peut s'allumer, mais il va en fait s'éteindre à un moment donné. C'est-à-dire, tu peux l'allumer maintenant, dans 10 secondes ou bien 30 secondes, il va s'éteindre parce qu'il va atteindre une température limite que le système d'exploitation va lui dire, là, je ne peux plus continuer. Là, tu vas t'éteindre. Donc, il y a des risques. C'est pour cela, bon, c'est pas bien de ne pas ventiler son ordinateur. Même des fois, avec des ventilateurs là, un ventilateur avec ce truc-là, au niveau du processeur, même avec un ventilo au niveau du processeur, des fois, quand vous jouez à des jeux vidéo, vous entendez votre machine faire avec un très grand souffle. C'est-à-dire que là, le processeur, il dit qu'au ventilateur d'augmenter la vitesse parce que le processeur est en train de chauffer plus qu'il chauffait avant. C'est pour ça que vous entendez les machines quand on joue, le ventilo commence à souffler plus vite que d'habitude. Donc tout ça, c'est pour en fait évacuer la chaleur. S'il n'évacue pas la chaleur, la machine va s'éteindre. Mais ça ne veut pas dire que sans ventilateur, la machine ne va pas s'allumer. Il va s'allumer, mais à un moment donné, il va s'éteindre. Ok, super. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parfait. Alors, je ne sais pas si M. Babou, vous pouvez me permettre encore de poser quelques questions. Bon, on risque de... bon, allez-y rapidement si ça va pas. Parce que là, c'est pas méchant. Est-ce qu'on peut reporter un peu pour qu'il puisse avancer? D'accord. Vous notez ça, hein, vous notez. Ou bien vous le mettez dans l'espace messagerie. Comme ça, on va lire ça. D'accord. Parfait. Amadou, je vous laisse continuer. D'accord, on continue. D'accord. Donc, on va continuer avec... on a parlé du hardware. Maintenant, on va parler du software. C'est-à-dire, software, bon, c'est juste logiciel en anglais. Hein. C'est juste logiciel en anglais. Donc, c'est comme hardware, matériel. Software aussi, bon, c'est logiciel. Quand on le transforme en français, ça donne logiciel. Maintenant, c'est quoi? On va voir la définition de qu'est-ce que c'est que le software. Bon, le software, comme son nom l'indique, logiciel. Bon, c'est des logiciels en fait. Comme par exemple, on peut parler par exemple de quoi? Comme logiciel, on peut parler par exemple de WhatsApp, de Word, de Excel. Tout ça, c'est des logiciels. Hein? WhatsApp, Word, Excel, PowerPoint, tout ça, c'est des logiciels. Mais ici, en fait, quand on parle de logiciel, on parle souvent de deux types de logiciels. On parle de systèmes d'exploitation et des applications. Voilà. Ici, on parle de deux types. On parle de système d'exploitation. Voilà, je vais vous... Le système d'exploitation ici.
et on parle aussi de ce qu'on appelle des applications. Donc, nous, d'abord, on va parler du système d'exploitation, c'est quoi comme logiciel, et après, on va parler des applications. D'accord. Maintenant, le système d'exploitation, c'est quoi? Le système d'exploitation, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de programmes, ou on peut dire aussi un ensemble de logiciels. C'est un ensemble de logiciels qui permet de faire le pont entre le matériel et l'utilisateur. Parce qu'imaginons, nous avons notre matériel, nous avons tout le matériel, hein, les RAM, le processeur, l'écran, tout, le boîtier, on a tout, on a notre unité centrale, mais on n'a pas de système d'exploitation. Mais là, la machine, en fait, elle ne sait pas en fait comment utiliser tout ça. Elle ne sait pas comment ça sert, en fait. Elle ne sait pas comment ça sert. Maintenant, le système d'exploitation, lui, il permet de dire au hardware là comment ça marche, en fait. Comment tu vas utiliser toute cette puissance-là. Comment tu vas utiliser la RAM, comment tu vas utiliser le disque dur, comment tu vas utiliser le processeur, etc. Tout ça, c'est le système d'exploitation qui gère ça. Même son nom l'indique, système d'exploitation, c'est un système qui permet d'exploiter le matériel. C'est-à-dire le matériel qu'on a ici, on ne l'a pas exploité. On a 4 Go de RAM. On a par exemple 4 Go de RAM, on l'installe et tout, mais on n'a pas de d'exploitation. C'est-à-dire ces 4 Go de RAM-là, ça nous sert en ce moment à rien du tout. Ça ne sert à rien. Tant qu'on ne l'exploite pas, ça ne sert à rien. Maintenant, le système d'exploitation, lui, il se sert de ça. Il permet à tous nos matériels qu'on vient d'installer là de pouvoir avoir de l'utilité, quoi. Il permet que tous ces matériels marchent, en fait. C'est pour cela qu'on dit que c'est une sorte de pont entre le matériel et l'utilisateur. Voilà, c'est pour cela qu'on parle de ça. Bon, pour le système d'exploitation, on en a plusieurs que vous connaissez. Il y a des systèmes d'exploitation qu'on appelle Windows, comme par exemple Windows 10, Windows 7, Windows XP. Tout ça, c'est les systèmes d'exploitation. Ils permettent juste que votre machine-là, vos composants que vous avez mis au niveau de la carte mère, de pouvoir être utile, de pouvoir, par exemple, servir à quelque chose. Il y en a aussi d'autres qu'on appelle macOS pour les machines conçues par Apple, ce que vous entendez là, les MacBook, les iMac, etc. Tout ça, ils utilisent aussi un système d'exploitation qui s'appelle macOS. Il y a aussi un système plus libre, plus open source qu'on appelle Linux. Parce qu'il faut savoir, en fait, on va parler un peu de notion d'open source, hein, parce que là, il faut qu'on en parle. Il y a des systèmes, en fait, d'exploitation qui sont payants, c'est-à-dire qui ne sont pas libres, comme Windows. Parce que Windows, si tu veux l'avoir, il faut que tu payes, tu l'achètes. C'est des systèmes d'exploitation qui ne sont pas libres. macOS aussi, c'est la même chose. Ce n'est pas des systèmes d'exploitation libres. Mais pour Linux, c'est des systèmes d'exploitation, en fait, très libres. C'est des systèmes d'exploitation open source, qu'on appelle, c'est gratuit, quoi. C'est-à-dire, c'est des systèmes d'exploitation que les développeurs ont créés. Beaucoup de développeurs l'ont créé, donc c'est libre, quoi. Mais Windows, ça appartient à Bill Gates. Donc, c'est les développeurs de Microsoft, voilà, qui l'ont conçu, quoi. Ce n'est pas un truc libre, c'est un truc payant. Maintenant, sur le marché, c'est Windows qui est le plus utilisé. Parce que Windows, en fait, lui, il est plus facile à utiliser, quoi, de base. Parce que Windows, tout le monde le connaît, comment ça marche. C'est plus facile. Alors que Linux, c'est un peu fait pour le développeur, hein, parce que là-bas, la manière dont c'est construit, ce n'est pas trop ergonomique pour les utilisateurs. C'est un peu plus compliqué, parce que là-bas, on utilise des lignes de commande, etc. Alors que ça, nous, les utilisateurs lambda, nous, on veut juste utiliser notre machine pour se connecter à l'Internet, jouer à des jeux, modifier des images, ou bien faire des trucs de routine, quoi. Mais pour une manière plus avancée, on utilise Linux, quoi. Pour là, les développeurs, là, vous voyez, les constructeurs de logiciels, tout ça utilise Linux ou macOS. Parce que ça, c'est plus ergonomique pour eux. Voilà. Donc, on va continuer en parlant de système d'exploitation. On a dit qu'on a Windows 10, on a macOS, Linux. On a aussi ce qu'on appelle les applications dont je vous parlais tout à l'heure. Les applications. Bon, les applications aussi, vous en connaissez plusieurs. Hein? C'est comme Word, Excel, Mozilla Firefox, ou bien Google Chrome, ou bien VLC Multimédia. Tout ça, c'est des applications. Mais on les appelle des applications ici pour qu'on puisse introduire la notion de système d'exploitation. Mais aussi, c'est des logiciels. Ça aussi, c'est des logiciels. Chrome, c'est un logiciel. Office, c'est un logiciel. VLC, c'est un logiciel. Mais si on les appelle juste applications, pour ne pas que vous croyez que software égale logiciel, égale Chrome, égale Office, égale VLC Media. Mais il faut vous dire aussi ça, c'est des logiciels, quoi. Chrome, c'est un logiciel, Office, c'est un logiciel, VLC aussi, c'est un logiciel. Donc, voilà en gros le software, en fait. Le software est divisé en deux parties, système d'exploitation et application. Système d'exploitation,
c'est un ensemble de programmes ou bien de logiciels qui permet de faire le pont entre le matériel qu'on a installé et l'utilisateur. Les applications, eux, c'est quoi? C'est des logiciels développés par des multinationaux ou bien des développeurs qui permettent d'automatiser des tâches. Voilà, d'automatiser des tâches. Par exemple, si tu veux taper un CV, il est plus facile d'utiliser Word que de prendre Big Feuille, quoi, et taper ça. C'est Word qui permet d'automatiser tout ça. Ou bien, si tu veux regarder une vidéo, il est mieux d'utiliser VLC que d'utiliser, par exemple, je ne sais pas, brancher votre clé USB sur quelque chose et de l'afficher. Donc, tout ça, c'est des logiciels conçus pour faciliter la vie. Voilà, c'est pour faciliter la vie, quoi. C'est ça un logiciel. C'est juste pour régler un problème précis. Voilà. Mais le système d'exploitation, eux, ils permettent de faire le pont entre le matériel et l'utilisateur. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire... il faut bien faire la différence entre système d'exploitation et logiciel. Voilà. Si c'est bon, on continue. Si ce n'est pas bon, on essaie de répondre à quelques questions. Oui, juste une question, hein. Je pense qu'elle est intéressante. La différence entre système et application, bon, c'est ça qu'on essaie d'expliquer. Est-ce que tu peux juste revenir de façon simpliste? Voilà. Simpliste. Bon, on va faire de façon simple. Bon, système, en fait, quand on parle de système d'exploitation, genre, on peut dire que c'est un logiciel, mais pas un logiciel en fait, mais un ensemble de logiciels. Un système d'exploitation, c'est un ensemble, c'est beaucoup de logiciels en fait. C'est beaucoup de logiciels qui forment un système. Mais une application en fait, c'est juste un logiciel. De façon très simple. Okay. Voilà. Un système d'exploitation, c'est un ensemble de logiciels. Et une application libre, c'est juste un logiciel en fait. Mais là-bas, c'est un ensemble de logiciels. Parce que si on regarde, par exemple, l'arborescence de système d'exploitation, on trouve d'énormes logiciels en fait. Des logiciels qui permettent de gérer les bus, des logiciels qui permettent de gérer le noyau, des logiciels qui permettent de gérer l'affichage, etc. C'est-à-dire que c'est un ensemble de logiciels qu'on a compilé en un système d'exploitation. Alors que là-bas, c'est juste un logiciel en fait. Et même les utilités aussi. Le système d'exploitation, lui, il permet de faire le pont entre le matériel qu'on utilise et l'utilisateur. Alors qu'un logiciel, lui, une application, lui, il permet juste de résoudre un problème. Par exemple, comme Word. Word permet juste de résoudre un problème. Le problème, c'est quoi? On veut écrire des CV, on veut écrire, par exemple, des tables, des tableaux, etc. On ne peut pas prendre un Big Feuille pour écrire ça. Donc, on prend Word pour taper tout ça. Alors que l'autre, lui, système d'exploitation, lui, il règle, par exemple, lui, il permet de faire la connexion entre les matériels et l'utilisateur, c'est-à-dire les composants qu'on a, quoi. Tout à fait. OK. Parfait. Donc, en quelque sorte, si votre machine n'a pas de système d'exploitation, bon, ça ne marche pas. Alors que votre machine peut ne pas avoir de logiciel comme, par exemple, Office, ça ne gêne pas, ou bien un logiciel de lecteur de vidéo ou de son, ça ne gêne pas. Exactement. Voilà. Okay. Donc, on peut avancer, hein, parce que je pense qu'il nous reste 2 diapos, hein, et on est à 21h16. Après, on reviendra sur les questions naturellement. D'accord. On continue, après on revient. Donc ici, on a terminé au niveau de la composition. On va voir au niveau du fonctionnement, c'est-à-dire le fonctionnement de l'ordinateur. Il y a quelqu'un qui... Il faut éteindre votre... Ok, super. Allez. D'accord. Ici, nous allons voir... Voilà, désolé. Ici, on va voir ce qu'on appelle le fonctionnement. Voilà, on est au niveau du fonctionnement. On est au niveau du fonctionnement de l'ordinateur. On va voir comment fonctionne l'ordinateur en fait. Nous avons déjà vu comment il est composé, de quoi il est composé, etc. Maintenant, ici, on va voir comment il fonctionne en fait, comment ça marche. Donc, tout d'abord, on va voir un schéma fonctionnel de l'ordinateur. C'est-à-dire, ici, on a un schéma détaillé où on peut voir les périphériques de stockage, l'unité centrale, les périphériques d'entrée, les périphériques de sortie. Donc, ici, ce schéma-là, il nous montre comment fonctionne l'ordinateur. Donc, je vais utiliser le marquage comme ça. Voilà, vous allez voir. Ici, au centre, nous avons quoi? Nous avons notre unité centrale. Voilà, c'est-à-dire là où il y a tous les éléments. C'est-à-dire, il y a tout. On a notre RAM, notre processeur, on a tout, hein, tout est mis dedans. Donc, ici, on nous dit qu'il y a des périphériques d'entrée, que ça soit clavier, souris,
ou bien casque, ou bien scanner. Ça, c'est les périphériques d'entrée. Ça permet de faire, comme son nom est périphérique d'entrée, ça permet de donner des données à l'unité centrale. Maintenant, l'unité centrale, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va les traiter. Maintenant, quand il les traite, il va les faire sortir au niveau des périphériques de sortie, c'est-à-dire au niveau de l'écran, l'imprimante et au niveau aussi de ce qu'on appelle des haut-parleurs. Ici, nous avons ce qu'on appelle des périphériques de stockage qui peuvent jouer les deux rôles en même temps. Ils peuvent jouer le rôle de périphérique d'entrée et aussi le rôle de périphérique de sortie. Vous savez, par exemple, une clé USB, quand on le branche au niveau de l'ordinateur, on peut faire quoi? On peut copier ce qui est sur la clé et le mettre dans l'ordinateur. Maintenant, si on copie ce qui est sur la clé et on le met sur l'ordinateur, c'est-à-dire que là, la clé USB se comporte comme un périphérique d'entrée parce qu'on a pris les données qui sont sur la clé et on l'a mis dans l'ordinateur. Maintenant, si on fait l'inverse, si on prend des données qui sont dans l'ordinateur et on le copie vers la clé, donc là, le périphérique, il sera comme un périphérique de sortie. Donc, c'est pour cela qu'on dit que les périphériques de stockage, que ce soit les clés USB, les CD, disquettes, disques durs, tout ça, en fait, c'est des périphériques d'entrée et de sortie. Il permet de faire entrer des données en même temps de faire sortir des données. Alors que les périphériques d'entrée, que ce soit clavier, souris, micro ou scanner, ça permet juste de donner des données aux unités centrales. C'est-à-dire ça donne des données. Alors que les autres périphériques de sortie, ça permet de ressortir les données. Par exemple, exemple simple, quand tu utilises le scanner, tu mets quoi? Tu mets une donnée. Tu prends le scanner, tu l'ouvres et tu mets genre du papier. Quand tu mets le papier, tu fermes. Après, tout ce qui est sur le papier est scanné. Maintenant, si tu veux ressortir tout ce qui est scanné, tu vas l'imprimer. Donc, l'imprimante, il sera sûrement un périphérique de sortie. Donc, ce qui était entré en numérique va ressortir aussi numériquement. Donc, c'est ça, en fait, les périphériques d'entrée et de sortie. Les périphériques d'entrée permettent juste de donner des données à l'unité centrale. Alors que les périphériques de sortie permettent de faire l'inverse. L'unité centrale va traiter ces données et il va ressortir. Bon, c'est simple, hein? C'est un schéma très simple de fonctionnement de l'ordinateur avec les périphériques de stockage, les périphériques de sortie et les périphériques d'entrée. Donc, après, nous allons voir ici, nous allons voir en fait comment se déroulent en fait les différentes opérations au niveau de l'ordinateur quand on l'allume. Ici, on dit, lorsque l'ordinateur démarre, il commence par lancer un logiciel spécial que l'on appelle OS. Par exemple, Windows, Linux ou macOS. Bon, OS, c'est juste des mots en anglais. Hein? C'est Operating System. Operating System. C'est système d'exploitation, quoi. En anglais, on l'appelle souvent OS. Operating System. Donc ici, on pouvait dire, lorsque l'ordinateur démarre, il commence par lancer un logiciel spécial que l'on appelle système d'exploitation. Voilà, le logiciel spécial que l'on appelle système d'exploitation. Par exemple, Windows, Linux ou macOS. Ça dépend. Si l'ordinateur a Windows, il va d'abord démarrer Windows. S'il y a Linux, il va d'abord démarrer Linux. S'il y a macOS, il va d'abord démarrer macOS. Donc, ici, nous avons quoi? Ici, nous avons un petit truc en rouge qui nous dit que sans cet OS, vous ne pouvez pas utiliser l'ordinateur. Ça, c'est carrément logique. Parce que si on n'a pas de système d'exploitation, l'ordinateur, bon, il ne démarre pas en fait. On ne peut rien faire pour l'ordinateur. Le système d'exploitation, il faut le voir comme de sorte, par exemple, on peut prendre la machine comme un humain en fait. L'humain, par exemple, c'est la machine. Maintenant, on va dire que genre, le cerveau de l'humain, c'est le processeur. Hein? Le processeur, c'est le cerveau. Maintenant, le système d'exploitation, c'est quoi? Ça sera l'âme, en fait, l'âme. C'est-à-dire, si l'humain n'a pas d'âme, en fait, là, il ne sert à rien. Il a un cerveau, le microprocesseur, il est là, il a les bras, les mains, il a tout, l'estomac, il a tout, le cœur, mais le problème, c'est qu'il ne fonctionne pas, il ne peut rien faire, parce qu'il n'a pas l'âme, en fait. Le système d'exploitation, en fait, c'est ça, c'est l'âme de l'ordinateur. C'est-à-dire, sans elle, rien ne fonctionne, en fait. Rien ne fonctionne, rien ne marche. C'est pour cela qu'il dit, sans cet OS, vous ne pouvez pas utiliser l'ordinateur. Donc, c'est indispensable d'avoir un système d'exploitation pour que l'ordinateur puisse fonctionner normalement. Donc, ici, on va parler de ce qu'on appelle, voilà, du comment, en fait,
Comment ça se passe quoi, quand on clique sur un logiciel ou bien une application, par exemple Word, Excel, Chrome ou VLC. Quand on clique, qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe derrière? Ici, on dit, c'est l'OS qui va interpréter vos commandes et vous afficher le résultat. C'est une surcouche entre le matériel et vous. Bon, ça, juste des sortes de NB. C'est-à-dire, surcouche entre le matériel et vous, c'est juste une sorte de pont entre vous et le matériel. Il vous gère ça, en fait. Donc, sans tarder, on dit qu'en premier, vous cliquez ou double-cliquez sur l'icône. Voilà, on a par exemple Word comme icône sur notre bureau. Maintenant, si on clique ou on double-clique sur Word, normalement, Word va se lancer. Voilà, maintenant, avant que Word se lance, on va voir tout ce qui va se passer. En petit 2, l'ordinateur va alors chercher dans le disque dur vers quel logiciel pointe cette icône. C'est-à-dire, quand on clique sur l'icône Word, qu'est-ce que va faire l'ordinateur? L'ordinateur va dire que Word, c'est une icône. Voilà, c'est une icône, quoi. Ce n'est pas le programme, c'est juste un raccourci. Maintenant, il va voir là où Word a été installé dans votre machine. Maintenant, lorsqu'il va trouver là où Word a été installé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire le logiciel à partir du disque dur, car celui-ci est enregistré dessus. Voilà, c'est-à-dire ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire le disque dur, lui, il permet de stocker des informations. Maintenant, nous, quand on installe Word, normalement, en l'installant, Word va nous dire où est-ce que tu vas m'installer. On va dire, on va t'installer dans le disque dur. N'est-ce pas? Après, Word s'installe, après, on a l'icône sur le bureau. Maintenant, nous, quand on utilise Word, quand on double-clique sur Word, la machine, elle va dire, d'accord, tu as double-cliqué sur Word. Maintenant, où est-ce que Word a été installé? Il va chercher. Maintenant, il va chercher où? Il va chercher dans le disque dur. Maintenant, lorsqu'il trouve là où il était installé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le lire. Il va lire le logiciel. Il va lire le logiciel Word, tout le logiciel. N'est-ce pas? C'est ça qu'on parle aujourd'hui. Il va lire le logiciel à partir du disque dur, car celui-ci est inscrit dessus. D'accord? Maintenant, en petit cas, tout ce qui sera lu sera chargé dans la mémoire vive, RAM, Random Access Memory. C'est-à-dire, c'est le composant qu'on parlait tout à l'heure, la RAM. Bon, maintenant, on est au niveau du point 4. Hein. On a cliqué sur le logiciel Word. La machine a cherché là où Word a été installé. Il a lu le logiciel de bout en bout. Il a tout lu. Voilà. Dès qu'il a lu le logiciel, maintenant, ce qu'il a lu sera chargé dans la mémoire. C'est-à-dire tout ce qu'il a lu a été mis dans la mémoire. N'est-ce pas? Mais dans quelle mémoire? Dans la mémoire vive. Il faut savoir, il y a beaucoup de mémoire. Il y a la mémoire vive et la mémoire morte. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de mémoire. Mais cette fois-ci, nous, on parle de mémoire vive. C'est-à-dire qu'on appelle la RAM. Random Access Memory. Maintenant, ce qu'il a lu là, il l'a mis dans la RAM. Maintenant, au niveau du point 5, à partir de la RAM, le processeur va exécuter le logiciel instruction après instruction. Maintenant, il a lu le logiciel. Il l'a mis dans la mémoire RAM. Maintenant, le processeur va dire, OK, le programme Word est dans la RAM. Maintenant, je peux commencer à l'exécuter. Maintenant, le processeur va commencer à exécuter le logiciel, c'est-à-dire le logiciel Word. C'est pour cela, quand vous cliquez sur le logiciel, vous voyez un truc qui charge, un truc qui tourne. Ce qui tourne là, en fait, c'est ce que l'ordinateur est en train de faire, cette étape-là. Il est en train de chercher là où c'est, il est en train de charger le logiciel au niveau de la RAM. Et maintenant, le processeur va prendre le relais et va exécuter le logiciel. Maintenant, une fois que vous fermez le programme, celui-ci sera effacé de la RAM. Maintenant, au niveau du point 5, le Word s'affiche. C'est-à-dire vous avez Word qui s'affiche. Vous tapez votre document, votre CV, etc. Vous enregistrez tout. Maintenant, vous terminez avec Word. Vous dites maintenant, j'ai terminé avec le logiciel Word. Je veux le fermer. Maintenant, vous allez sur le coin, vous cliquez sur le bouton rouge qui ferme. Dès que vous fermez le logiciel, automatiquement, au niveau de la RAM, le programme qui était chargé va être effacé. C'est-à-dire, au niveau de la RAM, il n'y a plus Word. Voilà, il n'y a plus Word en fait. Parce que s'il y a Word au niveau de la RAM, c'est que sûrement vous êtes en train de l'utiliser. Donc, s'il n'y en a plus, donc ça ne sert à rien de le remettre dans la RAM. Parce que vous allez sûrement ouvrir un autre logiciel. Donc, si vous laissez là-bas, ça va juste surcharger la RAM. Ça va surcharger la RAM et ça, c'est pas bon. Donc, il nous dit ici, bien évidemment, il reste présent sur le disque dur. Oui, c'est vrai. On l'a supprimé de la RAM, mais il faut savoir que ce n'est pas le logiciel, tout le logiciel qui était sur la RAM. Le logiciel, lui, il se trouve au niveau du disque dur. Nous, on l'a juste supprimé de la RAM pour ne pas qu'il s'exécute. Donc, en fait, c'est ça les différentes étapes. C'est-à-dire, si on clique sur un logiciel, tout d'abord, il va chercher là où il est stocké au niveau du disque dur.
Lorsqu'il le trouve, il va lire le logiciel. Lorsqu'il le lit, il le met sur la RAM. Lorsqu'il le met sur la RAM, le processeur va exécuter le logiciel. Maintenant, c'est tout, c'est fini. Maintenant, si vous terminez à utiliser et vous fermez, automatiquement, il va vider la RAM et il ne reste plus sur le disque dur. Il ne va plus rester sur la RAM, mais il va rester sur le disque dur. Voilà. Parfait. Parfait. Voilà. S'il y a des questions, on continue. Voilà. Oui, on boucle cette partie, après on passe aux questions. Voilà. D'accord. Donc, on va voir notre vidéo de synthèse qui nous parle un peu de comment ça fonctionne. Attendez, ça charge. Un système informatique est composé de deux choses. La partie matérielle, c'est votre ordinateur sous son aspect physique. Et la partie logicielle, ce sont les programmes et les applications qui le font fonctionner. La partie matérielle d'un ordinateur est constituée d'un processeur. C'est lui qui va exécuter les instructions que vous donnez. Il va les décoder, les calculer et les exécuter les unes après les autres. De la mémoire centrale, qui va stocker temporairement les données et les instructions qui ont été reçues, et des composants entrée, sortie, qui permettent la liaison avec les périphériques externes comme le clavier ou la souris pour l'entrée des données, ou l'écran pour la sortie. Voyons ce qui se passe lorsque l'on envoie une instruction. L'instruction à exécuter arrive par un composant entrée et est déposée dans la mémoire centrale. Puis, de là, le processeur va la prendre, l'exécuter et stocker le résultat dans la mémoire centrale. Enfin, le résultat ira à sa destination par le composant de sortie. Les données sont acheminées entre les différents éléments par ce qu'on appelle le système de bus. Un programme est toujours composé de plusieurs instructions. Chaque instruction étant traitée l'une après l'autre. Allô? Oui, parfait. Donc, Voilà. je pense que voilà, on peut s'en arrêter là. Je pense que c'est fini pour cette partie. Voilà. OK. Voilà. On peut prendre les réactions. Il y a les questions par rapport à ça. Alors, si je me réfère sur le message envoyé. Attendez, je remonte un peu. Bon. Là, je n'ai pas encore de questions. C'est bon. Il y a quelqu'un qui demande, en fait, quel est le rôle de la RAM? Le rôle de la RAM. Allô? Il Voilà. demande le rôle de la RAM. Oui. D'accord. Bon, la RAM, en fait, Random Access Memory, ou bien on l'appelle aussi mémoire vive. En fait, son rôle est simple. Hein. C'est juste, en fait, de déstocker, en fait, le programme en cours d'exécution. Par exemple, si le programme, c'est Google Chrome. Google Chrome, c'est la RAM qui va le stocker, en fait, au niveau de sa mémoire. Juste ça, en fait. Lui, il stocke les programmes en cours d'exécution. Tous les programmes que tu exécutes sur ton ordinateur, ils sont stockés au niveau de la RAM. OK. C'est ça son rôle, en fait. Le temps de travailler, quoi. OK. Voilà, exactement. Parce qu'il faut savoir que, en fait, on les stocke. Par exemple, la RAM, on utilise souvent la RAM pour stocker les programmes en cours d'exécution parce que la RAM, elle est plus rapide, en fait. Elle est plus rapide. C'est une mémoire rapide. Il y a des mémoires lentes là.
Par exemple, le disque dur, c'est trop lent, c'est une mémoire lente. Pourquoi? Parce que le disque dur, en fait, quand tu veux rechercher un truc sur le disque dur, ça prend du temps parce que le disque dur, en fait, il est trop large en capacité. Le disque dur, ça fait 500 gigas, ça fait 1 teraoctet. Alors que la RAM, lui, sa capacité est très réduite. Alors, lorsqu'on cherche des trucs, c'est plus facile de le trouver au niveau de la RAM. C'est comme si tu prends une grande maison, tu cherches un petit truc, alors que tu as une petite maison, tu cherches un petit truc. Donc, c'est plus probable de trouver le petit truc là dans la petite maison que dans la grande maison. Donc, c'est pour cela que les programmes en cours d'exécution, on les met au niveau de la RAM pour que le processeur n'ait pas à chercher trop de trucs. Okay. Voilà. La mémoire morte, il y a une question par rapport à la mémoire morte. Voilà, bon, la mémoire morte, c'est ce qu'on appelle le ROM. Hein. Okay. Le ROM. Bon, la mémoire morte, c'est aussi au niveau de la BIOS, en fait. Ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous savez le truc, mais c'est au niveau du BIOS, quoi. Okay. C'est une mémoire juste qui est au niveau du BIOS, c'est-à-dire le BIOS, c'est quoi? Le BIOS, en fait, c'est ce qui permet, c'est un petit programme qui permet de vérifier si les composants sont bien installés. Voilà, c'est ça son rôle. Son rôle, c'est de voir si les composants sont bien installés, si tout marche bien. Même ce qu'on dit souvent, on dit quand on allume l'ordinateur, c'est le système d'exploitation qui va fonctionner en premier. Même ça, on le dit juste on le dit juste sans prendre en compte le BIOS. Mais en réalité, c'est-à-dire en réalité, si on était très rigoureux, en réalité, c'est le BIOS qui s'exécute en premier, qui vérifie d'abord si tout est normal, s'il y a la RAM qui est installée, s'il y a le processeur qui est bien placé. Après, si tout est bien installé, c'est là qu'il commence à exécuter le système d'exploitation. Mais là, on ne le dit pas souvent parce que ça, on parle de post-boot. C'est pour cela qu'on prend toutes ces étapes-là, on le supprime. Parce que ça, on parle ça de post-boot, quoi, c'est-à-dire avant le bootage. Pour cela, on ne parle pas de ça. Mais c'est très intéressant quand même. ROM, c'est mémoire morte, hein, c'est au niveau du BIOS qu'on trouve. Parfait. Alors, une autre question par rapport à la carte graphique. Oui. Il y a une question qui demande quel est le rôle de la carte graphique. D'accord, le rôle de la carte graphique. Bon, on peut dire que le rôle de la carte graphique, c'est lui qui gère les rendus vidéo. Par exemple, il faut savoir, par exemple, quand tu lances, par exemple, un logiciel, ou bien quand tu allumes ta machine là, quand le logiciel s'affiche, le Windows là, il y a des logos qui s'affichent, il y a des textes qui s'affichent. Tout cet affichage-là, en fait, c'est géré par la carte graphique. C'est lui qui gère tout ce qui est rendu image. Voilà, tout ce qui est rendu image. C'est pour cela, quand vous voulez jouer à des jeux vidéo, des grands jeux vidéo là, les jeux vidéo qui, je ne sais pas, GTA 5, ou bien, je ne sais pas, des grands jeux vidéo qui mangent beaucoup de ressources, et on vous dit de prendre une carte graphique avec beaucoup de ressources. Parce que là-bas, on a besoin de rendu, genre avec beaucoup d'images, quoi. Avec beaucoup d'images. C'est du 3D, avec des ombres et tout. C'est pour cela qu'on vous dit qu'il faut avoir un grand carte graphique avec beaucoup de capacité pour pouvoir tout gérer. Mais en réalité, ça permet juste de gérer les images. De façon simple, quoi. Ça gère l'affichage, quoi. Super. Alors, je rappelle que la vidéo sera disponible sur YouTube. On va partager le lien aussi. Et est-ce que maintenant on peut poser des questions? Je pense qu'on peut prendre juste 3 minutes pour terminer. Ouais. S'il n'y a pas de questions. La mémoire morte, c'est le rôle de la lame. Okay. Bon. On voit Intel. Bon, Intel, c'est quoi? Intel, en fait, c'est un constructeur. Hein. C'est comme Microsoft, tu dis Microsoft, c'est des constructeurs. Par exemple, quand on voit Intel E-Core, c'est-à-dire que le processeur, en fait, c'est Intel qui l'a créé. Voilà, c'est un processeur de Intel. Intel, eux, ils créent des processeurs, ils créent même des cartes graphiques. Maintenant, le processeur, en fait, le processeur, c'est classé en degrés. Il y a des E-Core 5, il y a des E-Core 3, il y a des E-Core 9, etc. Le core, en fait, dit juste le nombre de cœurs, en fait. Le processeur, on a des cœurs. C'est comme si on dit que plus il y a de cœurs,
Voilà, merci. Plus il y a de cœurs, plus la machine est plus rapide, quoi. Plus le processeur est plus performant. C'est-à-dire, on entend I-Core 3, on entend après 2 ans plus tard, on entend I-Core 5, 3 ans plus tard, on entend I-Core 9. Ça, c'est le nombre de cœurs au niveau du processeur. Intel, lui, c'est un constructeur. Hein? C'est juste un constructeur. Il y en a plusieurs. Il y a Intel, il y a AMD, il y a beaucoup de constructeurs. Hein? Alors, il y a une question sur les, je pense que c'est les éléments, je voulais dire, les éléments indispensables au fonctionnement d'un ordinateur. Voilà. Bon, pour les éléments indispensables au fonctionnement d'un ordinateur, nous avons tout d'abord le hardware. C'est-à-dire, il faut que le hardware qu'on a cité récemment au niveau du cours, que ça soit le microprocesseur, ça c'est essentiel. Le microprocesseur, c'est essentiel. Les RAM, c'est essentiel. Un disque dur, c'est essentiel. Une boîte d'alimentation, c'est essentiel. La carte mère, c'est essentiel. Voilà. En plus de ça, qu'on ait aussi un système d'exploitation. Si on a ces éléments-là, un système d'exploitation, même si on n'a pas de souris, on n'a pas de clavier, on a un ordinateur. Parce que là, quand on appuie sur le bouton on, on allume, tout va s'allumer. Hein. Après le reste, c'est que tu vas brancher un clavier pour naviguer et une souris pour naviguer aussi. Mais là, tout fonctionne. Parfait. Voilà. Une autre question? C'est intéressant comme sujet. Donc, je pense que le reste, on peut les partager via le forum, le chat qui est disponible sur la plateforme. Et vu qu'on a épuisé le temps, bon, on va s'arrêter là. Et pour la deuxième phase, je pense que ce sera pour samedi, okay, pour la suite. Merci à tout le monde. Passez une excellente soirée. Sur ce, je mets fin à cette séance. Merci tout le monde.